Il n'existe sans doute aucune figure dans la littérature plus fascinante que celle du trickster, ce personnage qui se manifeste sous diverses formes dans le folklore de nombreuses cultures. Il se distingue de la figure du fou, qui, lui, est inoffensif mais aussi naïf, et qui, bien souvent, finit par se nuire à lui-même. Le fou marche joyeusement, rêvant à toutes ses aventures, inconscient que, s'il fait encore un pas de plus, il tombera d'une falaise. Le trickster, lui, est rusé et trompeur. Il est la racine intemporelle de toutes les créations picaresques de la littérature mondiale et ne peut se réduire à une seule entité littéraire. Les récits de trickster existent depuis l'Antiquité et l'on dit qu'ils sont au fondement même de la civilisation et de la culture. Ils font partie des plus anciennes expressions de l'humanité. Les tricksters sont des briseurs de règles, des agents du désordre, des maîtres de la tromperie et des transgresseurs de frontières. La meilleure façon de décrire le trickster est simplement de dire que la frontière est son terrain. Parfois il trace la ligne, parfois il la franchit, parfois il l'efface ou la déplace, mais il est toujours là, Dieu du seuil sous toutes ses formes. Les tricksters sont toujours en mouvement, ils sont les maîtres des espaces intermédiaires. Tandis que nous essayons de remonter le trickster à son origine, il continue de nous jouer des tours, toujours insaisissables, franchissant sans cesse nos frontières conceptuelles, là où nous tentons de le définir et de l'enfermer. C'est peut-être là une première leçon à tirer du trickster. Quoi que nous fassions, il a toujours un pas d'avance sur nous. Les victimes des arnaqueurs ou des vendeurs d'illusions sont celles qui ignorent l'existence du trickster. Elles ont été dupées par leur propre naïveté, leur cupidité ou leur auto-illusion. Nous devons être un peu rusés nous-mêmes pour éviter de nous faire duper. Il existe aussi des personnes qui croient sincèrement aider les autres, alors qu'en réalité, elles les trompent. Dans ce cas, l'auteur et la victime sont tous deux inconscients de la présence du trickster. Le trickster devient perturbateur uniquement lorsqu'il agit inconsciemment dans nos vies, comme une entité autonome. Le trickster peut aussi se manifester sous une autre forme, non pas comme celui qui trompe, mais comme celui qui dit la vérité, même si nous avons peu de chances de le croire. Au Moyen Âge, le bouffon du roi était connu pour dire la vérité sans risquer sa tête. Il était le seul autorisé par le roi à dire les choses telles qu'elles étaient, et il occupait une place importante dans les cours royales. Pour signaler ses privilèges particuliers, il portait une coiffe ornée de grelots et un sceptre de fou, en miroir de la couronne et du sceptre du roi. Le trickster se manifeste en nous dès que nous prenons conscience de notre ego dans l'enfance. Il représente la progression la plus primitive vers le mythe du héros, mais reste une étape nécessaire sur le chemin de la maturité et de l'accomplissement de soi. Le cycle du trickster correspond à la période la plus précoce et la moins développée de la vie. Le trickster est une figure dont les appétits physiques dominent le comportement. Il possède la mentalité d'un nourrisson. Dépourvu de tout but autre que la satisfaction de ses besoins primaires, il est cruel, cynique et insensible. Cette figure, qui au départ prend la forme d'un animal, passe d'un méfait à un autre. Mais, ce faisant, une transformation s'opère. À la fin de son parcours de filou, il commence à prendre l'apparence physique d'un homme adulte. Le trickster s'élève contre les restrictions et les autorités. Il incarne la composante instinctive inconsciente, présente dès la naissance, la source de la gratification immédiate, des besoins et désirs corporels, des impulsions émotionnelles et des pulsions en conflit constant avec le surmoi, l'intériorisation des règles culturelles qui nous aident à agir de manière socialement acceptable. Les tricksters possèdent généralement une libido énorme et présentent souvent des thèmes scatologiques. Une forme précoce et innocente de trickster se retrouve dans le jeu du « coucou caché » que les parents font avec leurs enfants pour les faire rire. Le trickster se manifeste quand nous devenons trop sérieux, rigides, quand nous suivons aveuglément des règles et des emplois du temps, et que nous manquons de sens de l'humour. Il nous fait oublier ce que nous voulions absolument retenir, nous pousse à dire des choses que nous regrettons plus tard, ou se manifeste sous la forme d'un lapsus freudien, provoquant le rire. Peut-être aucun philosophe n'a écrit sur l'importance du rire avec autant d'éloquence que Nietzsche. Il écrit « Je m'autoriserais volontiers à classer les philosophes selon le rang de leur rire, jusqu'à ceux qui sont capables d'un rire d'or. Et en supposant que les dieux pratiquent aussi la philosophie, je ne doute pas qu'en le faisant, ils sachent rire d'une manière surhumaine et nouvelle, et aux dépens de toutes les choses sérieuses. Les dieux prennent plaisir à se moquer. Même lorsqu'il s'agit d'actions sacrées, il semble qu'ils ne puissent pas s'empêcher de rire. Le rire fait le lien entre le sacré et le profane,
là où réside le trickster. Le rire exprime une attitude face à la vie et face à soi-même, surtout la capacité de rire de soi. Rire est un travail intérieur profond. Cela perce notre persona et nous ouvre à un message plus profond. Le trickster nous pince et nous rappelle que la vie est une pièce de théâtre. Nous sommes les acteurs d'une vaste scène, suivant un script prédéterminé. Cependant, il nous dit aussi que nous ne sommes pas obligés de suivre ce script, que nous pouvons écrire le nôtre, improviser et ne pas avoir peur de faire des erreurs, mais au contraire en rire. Nous avons la liberté et la responsabilité de le faire. C'est un aspect essentiel de la philosophie existentialiste qui nous enseigne à devenir authentiques et à découvrir qui nous sommes réellement. Nous pouvons tromper les autres ou être trompés, mais nous ne pouvons jamais nous tromper nous-mêmes. Le trickster nous oblige à nous regarder dans le miroir, à observer le masque que nous portons pour impressionner les autres, au détriment de nos besoins instinctifs, de notre créativité et de notre esprit ludique. Si vitaux pour nous donner l'énergie dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Le trickster est contre toute autorité, car il veut faire ce qui est bon pour lui, et il ne mettra jamais quelqu'un d'autre avant lui. Il perce les frontières rigides, remet en question les suppositions fondamentales sur la façon dont le monde est organisé et révèle la possibilité de les transformer, même si c'est souvent pour des raisons peu nobles. C'est la figure qui nous pousse à questionner le pouvoir, les limitations et les règles qui nous sont imposées. Son énergie déferle et nous bouscule, dans une tentative de nous réveiller en tant qu'individus et en tant que culture. Il intervient et nous met face à certaines réalités, invitant la société à se regarder dans son propre miroir, abordant des sujets brûlants avec esprit et humour, projetant de la lumière sur des zones d'ombre et attirant l'attention publique sur le côté obscur de la société. Les comédiens aident à transmettre le message du trickster, souvent au prix de leur propre stabilité mentale. Les humoristes sont des figures importantes et contribuent au bien de la société dans son ensemble. Lorsque l'humour est réprimé, les conséquences sont graves, car le trickster reste alors inconscient. Mais le trickster trouvera toujours un moyen de s'exprimer, et si on l'ignore, il apparaîtra sous la forme d'une névrose. Le doute est un précurseur du changement, et le trickster incarne le changement sous toutes ses formes. Le problème n'est donc pas le doute. Le problème, c'est la peur du changement. Affronter le risque que représente le doute est nécessaire pour tout individu qui souhaite évoluer. En tant qu'agent du changement, le trickster réveille notre peur du changement et devient un compagnon inconfortable, mais essentiel, sur le chemin de la croissance. Les origines, la vitalité et la durabilité de la culture exigent qu'il existe un espace pour des figures dont la fonction est de dévoiler et de perturber précisément les éléments sur lesquels reposent les cultures. La totalité de la vie est constituée d'ordre et de chaos, et l'esprit de ce désordre, c'est le trickster. Il est le dieu dionysiaque du vin et de la musique, qui nous relie aux forces instinctives situées en dehors des limites de tout ce qui est civilisé, et qui cherche à briser les conventions pour nous emmener dans des espaces sauvages, indomptés. Nietzsche, qui se qualifiait lui-même de dernier disciple du philosophe Dionysos, écrivait « Je vous le dis, il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Sans chaos, la société perd sa culture, le système devient défectueux, figé et bureaucratique. Ainsi, le trickster ne se contente pas de détruire les anciennes valeurs, il crée aussi de nouvelles valeurs. Il reconfigure le monde qui l'entoure par une magie intérieure, tissant sans cesse l'ancien dans le nouveau. En dépit de tout leur comportement perturbateur, les tricksters sont régulièrement honorés comme des créateurs de culture. On les imagine non seulement avoir volé certains biens essentiels au ciel pour les offrir à l'humanité, mais aussi avoir contribué à façonner ce monde de manière à le rendre habitable pour la vie humaine. Outre la création, le trickster nous enseigne que nous avons tous la capacité de destruction. Le trickster est à la fois créateur et destructeur, donateur et négateur, celui qui dupe et celui qui est toujours dupé lui-même. La personne qui semble trop gentille ou trop pure en apparence, tout en réprimant ses véritables émotions, peut soudain se détruire elle-même ou adopter des comportements pécheurs. Intuitivement, nous pouvons ressentir que quelque chose cloche chez cette personne, que ce qu'elle montre n'est qu'un masque. C'est comme si le trickster la poussait et l'obligeait à faire précisément ce que sa conscience lui interdit, tout en la trompant pour la forcer à révéler cette part d'elle-même. Il ne faut pas chercher à vivre dans l'excès, mais plutôt trouver un équilibre et faire la paix avec nos zones d'ombre. La psyché compense pour atteindre l'équilibre et la complétude.
Parce que le trickster perturbe les conventions, il est souvent perçu sous un angle négatif. Cependant, c'est une erreur, car il ne connaît ni le bien ni le mal, même s'il est responsable des deux. Il a à la fois une part de lumière et une part d'ombre. Il manifeste toujours une forme de ludisme, et c'est cela qui le définit. Le trickster n'a pas de valeur, ni morale ni sociale, et il est soumis à ses passions et à ses appétits. Mais c'est grâce à ses actions que toutes les valeurs prennent forme. Sa créativité ingénieuse nous émerveille et entretient la possibilité de transcender les restrictions sociales auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Contrairement au diable, qui est un agent du mal, le trickster est amoral et non immoral. La morale est une structure de la société et de la conscience de l'ego. L'inconscient, lui, ne joue pas selon nos règles. Le trickster incarne le paradoxe de la condition humaine. Il occupe cette unité particulière de l'entre-deux, ce qui n'est ni ceci ni cela, et qui est pourtant les deux à la fois. En tant qu'être humain, nous avons du mal à comprendre le paradoxe, la contradiction, et à concevoir que l'unité peut sous-tendre une dualité apparente. Le trickster est souvent associé à des animaux spécifiques, prenant la forme d'un renard, d'un corbeau, d'un singe, d'un coyote, d'un lièvre ou encore d'une araignée, entre autres. Il ne possède aucune forme bien définie ou fixe. En tant que métamorphe, il est semblable à un liquide insaisissable. Le trickster peut habilement se présenter sous n'importe quel déguisement et imiter la forme d'autres animaux, mais on peut reconnaître l'énergie du trickster par sa nature même. Son instabilité, sa capacité de transformation et ses actions incendiaires. Quelle que soit la forme qu'il adopte, il demeure un être primordial, du même ordre que les dieux et les héros des mythologies. Dans la mythologie grecque, Prométhée est un trickster qui vola le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes, au grand mécontentement des dieux, car l'humanité n'était pas encore prête à utiliser ce principe de manière créative et désintéressée. Cependant, c'est précisément ce geste qui nous a rendus humains, car le feu fut essentiel à l'évolution de l'homme. Ici se trouve un paradoxe. Ce qui est nécessaire au progrès de l'espèce humaine est aussi capable de nous détruire. On peut penser ici à l'intelligence artificielle ou à la singularité technologique. Lorsque le trickster est puni, il est remplacé par la stupidité. Prométhée est châtié par les dieux et remplacé par son frère Épiméthée. Prométhée est celui qui réfléchit avant d'agir, tandis qu'Épiméthée est celui qui agit avant de réfléchir. On pourrait presque dire que, chez eux, un être primitif unique, à la fois rusé et stupide, s'est scindé en une dualité. Une autre figure de trickster est Brer Rabbit, un personnage des contes populaires afro-américains, dépeint comme un outsider plus faible que ses adversaires, ce qui lui vaut la sympathie du public. Dans ces histoires, il se met souvent dans des situations délicates à cause de sa nature espiègle, et doit alors utiliser sa ruse, sa capacité à tromper et à déjouer des animaux plus grands et plus forts pour reprendre le contrôle et s'en sortir indemne. Anansi l'araignée est un trickster africain. C'est un personnage moralement ambigu qui dupe à la fois les humains et les dieux. Ses tours sont renforcés par sa capacité à changer de forme et à adopter l'apparence qui convient le mieux à ses escapades. Pourtant, certains le considèrent également comme un créateur divin qui aurait tissé le monde entier, apportant au monde des histoires et de la sagesse. De même, dans la culture amérindienne, Iktomi est un esprit araignée trickster. Il fut autrefois sagesse, mais fut dépouillé de ce titre en raison de son comportement perturbateur. Ses plans malveillants échouaient souvent, et ses récits étaient généralement racontés pour enseigner des leçons aux jeunes. C'est lui qui offre le capteur de rêves aux hommes pour les protéger. Les contes populaires montrent qu'il est à la fois respecté, craint et moqué. Il peut utiliser des fils pour contrôler les humains comme des marionnettes et possède le pouvoir de concocter des potions capables de transformer les dieux. Selon une prophétie, sa toile se répandrait sur la terre. Cette prédiction peut être interprétée comme une allusion au réseau téléphonique, puis à Internet, la toile mondiale, World Wide Web. Iktomi a été considéré depuis des temps immémoriaux comme le patron des nouvelles technologies. Le mythe est une façon pour la psyché de parler d'elle-même. Beaucoup d'Amérindiens considèrent Iktomi comme le dieu des Européens, qui, selon eux, semble suivre avec facilité ses comportements étranges et ses pièges autodestructeurs. Le coyote est une autre figure importante de trickster dans le folklore amérindien. L'équivalent européen en est Renard le Goupil, Reynard the Fox. L'une des figures les plus populaires de la mythologie nordique est Loki, le dieu trickster. Par la ruse et la malice, il cause la mort de Baldur, le plus aimé de tous les dieux.
Très vite, Loki est reconnu coupable et puni, et les dieux savent alors que cet événement annonce Ragnarök, la chute et la mort des dieux, ainsi que celle du cosmos tout entier qu'ils maintenaient en ordre. En d'autres termes, enchaîner le trickster, c'est détruire le monde. La divinité grecque Hermès est à la fois un fauteur de troubles et un voleur, mais aussi un créateur bienveillant qui a apporté le feu et la musique, entre autres, au monde des hommes. Cependant, son statut divin est incertain à sa naissance. Il vient au monde en outsider, mais souhaite devenir un initié. Grâce à ses premières aventures de trickster, comme le vol du bétail d'Apollon, il gagne l'admiration de Zeus et une place incontestée sur l'Olympe, le royaume des dieux grecs. Hermès est un trickster divin, un psychopompe, et le messager des dieux, négociant sans cesse la frontière entre l'homme et le dieu, la matière et l'esprit. Il est le seul dieu capable de traverser les trois royaumes, l'Olympe, la terre et les enfers. Et peut-être même, en tant que médiateur, de circuler entre le monde des rêves et la vie éveillée. Hermès représente une troisième voie d'existence, en dehors du rationnel apollinien et de l'irrationnel dionysiaque. Il est le dieu des plaisanteries et des voyages, le guide malicieux des âmes. Lorsque des ennemis envahirent sa cité, Hermès se déguisa en simple berger et porta un bélier autour de la ville. Partout où il passait, il créait un sentiment de sécurité. Il montra ainsi aux habitants qu'il était leur allié dans n'importe quelle bataille et leur protecteur dans tous les dangers. Cela rappelle Jésus, le bon pasteur, portant la brebis égarée pour la ramener au troupeau. Le dieu trickster possède également une énergie protectrice. De nombreuses tribus portent des masques et abandonnent leur personnalité pour se laisser posséder par l'esprit du trickster. Les rituels sont un élément essentiel du trickster. Si le cadre rituel est absent, le trickster l'est également. Le comportement des tribus devient alors excentrique, comique et grossier. Cependant, le caractère sacré de ces rituels relie ses traits à la fertilité, au bien-être et à la joie. Dans le caractère ambigu du trickster, on observe de près la connexion intime entre le sacré et le profane. Le trickster touche une corde profondément humaine. Il accomplit un travail culturel fondamental, et en comprenant mieux le trickster, nous nous comprenons mieux nous-mêmes dans les aspects inconscients de notre être qui répondent à son comportement à la fois déstabilisant et transformateur. Lorsque nous décrivons des phénomènes liés au trickster, nous décrivons toujours des aspects de nous-mêmes. Il est un spéculum menti, un miroir de l'esprit commun à toute l'humanité qui, à une certaine période de notre histoire, nous a offert une image du monde et de nous-mêmes. Le problème est avant tout psychologique, une tentative de l'homme de résoudre ses problèmes intérieurs et extérieurs. Le psychiatre et psychologue suisse Carl Jung qualifie la figure du trickster d'archétype. C'est une partie de l'inconscient collectif, cette structure universelle et héritée présente en chacun de nous, qui est plus profonde que la couche de l'inconscient personnel, formée par l'expérience accumulée au cours de la vie. Les archétypes sont des schémas primordiaux, des empreintes issues de l'expérience de nos ancêtres, la source première des symboles psychiques, qui attirent l'énergie, la structure, et conduisent en fin de compte à la création de la civilisation et de la culture. Le trickster est partout. Il est un état d'esprit éternel. Les archétypes apparaissent dans toutes les cultures sous forme d'images, de symboles et de motifs que l'on retrouve de manière récurrente dans les mythes, les religions et les arts à travers l'histoire. Il existe de nombreux exemples d'archétypes tels que le vieux sage, la grande-mère, le héros et le trickster, pour n'en citer que quelques-uns. Le trickster est l'archétype qui attaque tous les archétypes. Jung affirmait qu'il existe autant d'archétypes que de situations typiques dans la vie. Nous ne pouvons pas les observer directement, mais ils ont un impact immense sur nos activités personnelles et notre manière de penser. C'est l'endroit profond et obscur d'où émergent nos impulsions et nos instincts. Les archétypes sont les organes de l'âme, le tissu qui compose la structure de l'inconscient. Ils sont des personnalités vivantes en nous, autonomes et lumineuses. S'ils reçoivent assez d'énergie, les archétypes peuvent prendre le contrôle d'une personne. L'inconscient est plus ancien que la conscience. Il est primordial, et c'est de lui que la conscience émerge. Ainsi, notre vie consciente s'habille et guide nos actions, mais il est impossible que quelque chose apparaisse dans la conscience sans avoir ses racines dans l'inconscient. Les caractéristiques mythologiques du trickster s'étendent même au plus haut niveau de développement spirituel de l'homme. Au début du Moyen Âge, des coutumes étranges avaient lieu. Jung écrit, en plein milieu du service divin, des mascarades au visage grotesque,
déguisés en femmes, en lions ou en bouffons, exécutaient leurs danses, chantaient des chansons indécentes dans le chœur, mangeaient leur nourriture grasse dans un coin de l'autel près du prêtre célébrant la messe, sortaient leurs jeux de dés, brûlaient un encens nauséabond fait de vieux cuir de chaussures, et couraient et sautaient partout dans l'église. Ces rituels païens étaient incroyablement populaires et il fallut beaucoup de temps et d'efforts pour en débarrasser l'église. Cependant, le fantôme du trickster continue de hanter la mythologie de toutes les époques. Jung écrit: « Il est de toute évidence un psychologème, une structure psychique archétypale d'une antiquité extrême. Dans ses manifestations les plus claires, il est le reflet fidèle d'une conscience humaine absolument indifférenciée, correspondant à une psyché qui n'a guère quitté le niveau animal. Le mythe du trickster reflète un stade rudimentaire et primitif de la conscience, une personnification collective, produit de l'agrégat des individus et accueilli par chacun comme quelque chose de familier, ce qui ne serait pas le cas s'il ne s'agissait que d'une création individuelle. Si le mythe n'était qu'un reste historique, il faudrait alors se demander pourquoi il n'a pas disparu depuis longtemps dans le grand tas d'ordures du passé et pourquoi il continue d'exercer son influence jusque dans les plus hauts niveaux de la civilisation. Le trickster renvoie à un stade primitif de la conscience qui existait avant même la naissance du mythe. Ce n'est qu'une fois notre conscience parvenue à un niveau plus élevé que nous avons pu nous détacher de cet état primitif et commencer à en parler. Le trickster est un précurseur du Sauveur et, comme lui, Dieu, homme et animal à la fois. Il est à la fois sous-humain et surhumain, un être bestial et divin, dont la caractéristique principale et la plus inquiétante est son inconscience. Il est tellement inconscient de lui-même que son corps n'est pas une unité et que ses deux mains se combattent. Le trickster est un être cosmique primitif, de nature divine animale, d'un côté supérieur à l'homme par ses qualités surhumaines et de l'autre inférieur à lui en raison de son inconscience. Le mythe du trickster, comme beaucoup d'autres mythes, est censé avoir un effet thérapeutique. Il maintient sous les yeux de l'individu plus évolué le bas niveau intellectuel et moral d'autrefois, afin qu'il n'oublie pas à quoi ressemblaient les choses hier. L'homme dit civilisé a oublié le trickster. Il ne s'en souvient que de façon figurée et métaphorique, lorsqu'agacé par sa propre inaptitude, il parle du destin qui lui joue des tours ou des choses qui semblent ensorcelées. Il ne soupçonne jamais que son ombre cachée, apparemment inoffensive, possède des qualités dont la dangerosité dépasse ses rêves les plus faux. Pour Jung, le trickster fait partie de l'ombre, et tous deux sont dangereux dans la mesure où nous les gardons cachés à nous-mêmes et où nous les projetons sur les autres. Il écrit: « Le trickster est une figure collective de l'ombre, une somme de tous les traits de caractère inférieurs des individus. Et puisque l'ombre individuelle n'est jamais absente en tant que composante de la personnalité, cette figure collective peut sans cesse se construire à partir de celle-ci. Pas toujours, bien sûr, sous la forme d'une figure mythologique, mais, à mesure que s'accroît la répression et la négligence des mythologèmes originels, sous la forme d'une projection correspondante sur d'autres groupes sociaux et nations. L'énergie collective du trickster est présente chez celui qui ressemble à un leader, mais qui n'est en réalité qu'un grand imposteur, un être qui convainc les gens en promettant des vérités, mais en livrant des mensonges. Cette figure apparaît, disparaît et réapparaît tout au long de l'histoire de l'humanité. Nous pensons que le danger vient de celui qui tente d'entrer par effraction dans notre maison, mais nous ignorons bien souvent les dangers de cette part inconnue et réprimée de nous-mêmes, celle qui nous pousse à perdre notre propre identité. Notre moi, caché derrière notre moi, devrait en effrayer plus d'un. Le trickster nous accompagne dans le terrier du lapin, jusque dans les profondeurs de notre moi inconnu, dans la vallée de l'ombre de la mort. Aussi effrayant que cela puisse paraître, le trickster nous aide à découvrir en nous des profondeurs que nous ne soupçonnions pas. Alors que l'ombre nous aide à connaître notre moralité, le trickster s'attache à nous aider à réduire le péché d'orgueil. Il nous empêche de devenir trop confiants en nous-mêmes, car l'hubris annonce toujours une chute. Le trickster est important dans le processus d'individuation, car il aide à dégonfler l'inflation de l'ego, lorsque nous devenons contrôlants, arrogants ou narcissiques. Un ego sain est notre sens de qui nous sommes, servant de pont vers le monde intérieur. Le trickster est l'expert en démolition de l'ego, celui qui nous aide à devenir plus réalistes quant à nos limites psychologiques, ultimement, à notre illimitation spirituelle. C'est une énergie présente en nous et dans l'univers, qui nous humilie, renverse notre ego, bouleverse nos plans, nous montre à quel point nos désirs comptent peu,
et dissout les formes qui ne nous servent plus, même si nous nous y accrochons désespérément. Quand l'ego atteint son apogée, le trickster prend une petite aiguille et perce notre bulle de grandeur. Lorsque nous commençons à voir la réalité des choses, tout ce que nous pensions être porteur de sens, le pouvoir, l'argent, la célébrité, le plaisir, devient dépourvu de sens. Le trickster nous aide à redevenir humbles et nous rappelle que notre pouvoir est limité dans l'immensité de l'univers. Cette capitulation est une nécessité pour la réalisation de soi et pour la connexion avec le divin. Au lieu que le grand vienne en aide à l'humble, le trickster inverse ce schéma. Il se déguise en être très humble, mais cet être modeste finit par vaincre celui qui se croit grand, celui dont l'ego est gonflé. La Bible contient un passage qui exprime clairement cette énergie du trickster. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qui sont méprisées, et même celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Peu importe à quel point vous vous sentez insignifiant ou inutile dans la vie, il y a toujours quelque chose dans le soi supérieur ou en Dieu qui continue de vous appeler. En alchimie, l'archétype du trickster se manifeste sous la forme fuyante du symbole de Mercurius, l'équivalent romain d'Hermès, fluide comme le mercure. Jung écrit: une combinaison curieuse de motifs typiques du trickster peut être trouvée dans la figure alchimique de Mercurius. Par exemple, son goût pour les plaisanteries rusées et les farces malicieuses, ses pouvoirs de métamorphose, sa double nature, à moitié animale, à moitié divine, son exposition à toutes sortes de tortures. Et dernier point, mais non le moindre, son rapprochement avec la figure d'un sauveur. Mercurius incarne magistralement la dualité de l'esprit et de la matière, et il est associé à la lapis philosophorum, la pierre philosophale, ou au soi. Il est paradoxalement associé à Christ et à Lucifer, le porteur de lumière. Comparé à la pureté et à l'unité du symbole du Christ, le Mercurius lapis est ambigu, sombre, paradoxal et résolument païen. Il représente donc une part de la psyché qui n'a certainement pas été façonnée par le christianisme et qui, en aucun cas, ne peut être exprimée par le symbole du Christ. Au contraire, comme nous l'avons vu, il renvoie à bien des égards au diable, qui, parfois, se déguise en ange de lumière. La nature paradoxale de Mercurius reflète un aspect important du soi, le fait qu'il est essentiellement une union des contraires et qu'il ne peut être autre chose s'il veut représenter une quelconque totalité. La fuyante pierre philosophale, symbole central de l'alchimie, qui permet de transformer la matière brute en or, est le produit d'un véritable trickster, Mercurius, qui a mené les alchimistes au désespoir. Pour Jung, la pierre philosophale n'est pas trouvée à l'extérieur, mais en nous-mêmes. Le trickster, sous la forme du Mercurius alchimique, peut être considéré comme contenant la totalité de la psyché, à la fois l'inconscient et l'esprit conscient, le connu et l'inconnu, ainsi que la lumière et l'ombre en chacun de nous. La psyché recherche l'équilibre, non pas en restant dans les extrêmes, mais en trouvant une combinaison des opposés. La fonction transcendante en alchimie est cet endroit où la psyché trouve le point d'équilibre. Cela se produit lorsque le moment est parfaitement propice, c'est-à-dire dans un état de synchronicité. D'une certaine manière, le « pas assez » ou le « trop » sont le trickster. Les extrêmes sont les pièges dans lesquels nous nous laissons prendre. Cependant, le trickster essaie de nous ramener vers le centre, sur le chemin de l'individuation. Cela rappelle ce que disait Aristote à propos de la vertu, qu'elle est un point d'équilibre entre le manque et l'excès d'une qualité. Par exemple, le juste milieu de la confiance en soi se trouve entre la dévalorisation de soi et la vanité. Au fur et à mesure que l'on devient plus équilibré dans la vie, on atteint également une complétude psychique. Les tricksters sont toujours présents, cherchant à montrer à la culture son ombre et les changements inévitables qui sont déjà en marche. En termes mythologiques, la bataille entre les forces de création et de destruction, telle qu'elle est représentée par la polarité du trickster, est toujours bien vivante dans le monde moderne, tout comme elle l'était pour nos ancêtres. Le trickster parvient sur la scène du monde par le biais de la psyché de l'individu. Nous devons faire face à nos conflits intérieurs afin de mieux comprendre les conflits extérieurs dans lesquels nous semblons, en tant que culture, nous enliser. L'intégration de l'archétype du trickster nous permet de passer d'une vie dirigée par un ego centré sur soi à une nouvelle manière de vivre, dans laquelle on développe l'intégrité et le lien avec autrui. Elle nous permet de prendre conscience de nos émotions,
de nos comportements et de nos pensées véritables que notre persona inconsciente cache et sans lesquelles aucune individuation n'est possible. En d'autres termes, le trickster nous permet de découvrir notre soi, la totalité de la personnalité, qui unit les opposés de la conscience et de l'inconscient et maintient tout ensemble dans un équilibre et une unité. Le trickster tente de nous réveiller et, dans le processus, de nous ébranler jusqu'au plus profond de notre être. Peut-être est-ce parce qu'il incarne des schémas fondamentaux avec lesquels nous luttons farouchement et que nous avons désespérément besoin de réconcilier en nous-mêmes et dans notre monde. En négociant et en perturbant les conventions et les frontières, le trickster élargit le champ du potentiel humain. Même si le trickster peut nous apporter des leçons difficiles, il est aussi la force qui nous permet d'imaginer et de créer des possibilités entièrement nouvelles. Dans l'histoire du collectif comme dans l'histoire de l'individu, tout dépend du développement de la conscience. Celui-ci apporte progressivement une libération de l'emprisonnement dans l'inconscience, et le trickster est donc à la fois porteur de lumière et force de guérison.